je me présente souvent comme une terrienne qui est née au milieu du XXe siècle, dans des circonstances pas hyper favorables sur le plan familial, sur le plan social, relationnel, et qui s'est passionnée pour les conditions de l'épanouissement de la vie humaine, disons. En tant que maman, j'ai donné naissance à 5 personnes et qui, à leur tour, ont eu 4 enfants. Du coup, ça a été un moment fort pour moi, pour me construire moi, mais pour construire aussi ma pensée, on va dire, mes aspirations. Dans ma vie, la réflexion autour de la déconstruction de ce qu'on appelle éducation, des circonstances favorables pour épanouir la vie humaine, c'est vraiment central. Avec un bain, disons, depuis que je suis enfant, dans la décroissance, l'écologie et tout ça, à travers l'Arche de Lanza del Basto, dont ma mère était amie. On n'a jamais vécu sur place, mais j'y allais régulièrement, donc c'était une source importante d'inspiration pour moi. Avec mon adolescence au moment de 68 et tout ça, donc une idée un peu plus libertaire de la vie au quotidien que ce qu'il y avait à l'Arche, mais une sorte de mariage entre ces deux pôles, de liberté et en même temps de structure, d'authenticité, une façon de vivre simple en tout cas, voilà. Et puis vers la cinquantaine et quelques, j'ai commencé à réfléchir à travers mon travail aussi, parce que j'animais des formations, de l'accompagnement d'équipe et aussi personnel, de famille, de parents et tout ça. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais envie de faire de la deuxième partie de ma vie. Donc la deuxième partie de ta vie, j'imagine que c'est collectif du coup Oui, une fois que mes enfants étaient plus grands et tout ça, et du coup j'ai commencé aussi à travailler un peu plus. J'ai eu envie de passer d'un mode d'action ou d'accompagnement assez ponctuel à travers des stages ou même des accompagnements à plus long terme à quelque chose qui ressemblerait plus à un laboratoire d'expérimentation. Et du coup, m'est venue d'abord l'idée d'une entreprise continuum. Ça veut dire une entreprise qui serait conçue exactement autour des besoins des enfants et des parents. C'est-à-dire où des postes pourraient être occupés en fonction de l'âge des enfants qu'on a et de leurs besoins, par exemple. Donc, je n'avais pas encore une idée extrêmement précise de quelle serait l'activité de production, mais ce serait forcément quelque chose d'assez varié. En tout cas, les postes seraient assez variés pour qu'on puisse se balader. Voilà, parce qu'en tant que parent, j'avais pas eu envie de choisir entre une vie très proche des enfants et une vie sociale, une vie de réalisation. Et du coup, c'était ça l'idée. J'avais pris en stop une jeune femme qui me disait qu'elle venait du Nigeria et qu'elle était en France, qu'elle avait un petit enfant et que le père n'était pas là et que du coup elle était déchirée entre rester avec son enfant et avoir une autonomie financière et laborieuse. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire un lieu où les gens pourront travailler et être avec leurs enfants. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, et je connaissais déjà, qui était très passionnée par la question des habitats groupés. Et du coup, elle m'a dit, s'il y a aussi un habitat groupé, je te suis. Et en fait, elle n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça qu'est né le projet de lancer ce collectif avec, comment dire, une vision de qu'est-ce que j'aurais aimé avoir en tant qu'enfant pour grandir et en tant que maman pour être avec mes enfants et avec autre chose que mes enfants, justement. Continuum, ça veut dire travailler avec les enfants, ça veut dire ça? Alors ça vient d'un bouquin qui s'appelle Le concept du continuum,
dont je peux vous parler, parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui est très courant dans les éco-amours. Je pense que c'est un bouquin qui est très connu dans le monde de la parentalité bienveillante, parentalité de proximité, parentalité d'attachement et tout ça. Et c'est un bouquin qui est peut-être pas très qualitativement intéressant sur le plan, enfin certainement pas littéraire, et je ne sais pas scientifique, mais en tous les cas, moi, il m'a touchée, et je sais qu'il a touché beaucoup de gens. Et c'est un bouquin qui parle en gros, des attentes d'un bébé humain qui arrive sur Terre. Les attentes prises dans le sens de, par exemple, un bébé oiseau, il n'a pas appris à ouvrir son petit bec bien rouge là et à pépier, mais quand il fait ça, il s'attend à ce que quelque chose arrive et lui mette un vermisseau dans la bouche pour qu'il puisse durer, rester en vie et se développer développer son plein potentiel d'oiseau. Et du coup, elle a réfléchi en étant en contact avec une tribu de l'Amazonie du Venezuela qui s'appelle les Yekuana. Et elle les a observés au début juste à travers une première visite avec un groupe de gens qui faisaient des études de je ne sais quoi. Et puis elle est revenue. Et elle a observé la finesse de leur façon de vivre en fait par rapport aux enfants notamment, et ce que ça donnait dans les relations entre les adultes. Et du coup, son livre est assez focalisé sur la question de comment accompagner des enfants, comment cette tribu accompagne ses enfants, mais pas que en fait. Il y a aussi des moments de récits assez illustrés par des exemples sur la notion d'échange, la notion de travail, la notion de plaisir versus productivité, etc. Des choses sur l'accueil, sur toute la façon de vivre de cette tribu-là, en tout cas à travers son filtre à elle, à travers ses yeux. C'est pour ça que je pense que c'est pas du tout une étude scientifique, c'est son regard à elle. Et du coup, elle parle de ce qu'elle pense, du coup, en observant ces humains-là, ce qu'elle pense être l'attente d'un bébé humain. Et comme par hasard, il y a eu énormément d'études maintenant sur le développement du cerveau d'un bébé, d'un humain, etc., qui rejoignent, en fait, les conclusions rejoignent cette chose-là, ce qui fait qu'on se met à voir beaucoup de bébés qui sont portés en écharpe, qui sont portés d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas proches d'un corps humain, et que il y a un mouvement quand même pour revenir de ces années, de ces longues années, trop longues années, où les enfants étaient placés à part comme des oiseaux en fait, comme un bébé oiseau qui est fait pour rester au nid, et il a ses petites plumes à lui et on vient lui remplir son bec, et la nuit tombée, il y a une maman oiseau qui se pose dessus probablement. Mais bon, on n'est pas des oiseaux, en fait, on est des mammifères, et en tant que mammifères, de quoi on a besoin. Et elle a démontré beaucoup le besoin de contact physique constant, en fait, des mammifères à partir des... Bon, tous les mammifères, mais il y en a qui sont plus ou moins proches. Et du coup, on se met à repenser comment ce serait si nos bébés étaient satisfaits au niveau du contact corporel de façon radicale, en fait. C'est-à-dire que ici, alors concrètement, qu'est-ce que ça donne dans notre vie ici ? Ça, c'est qu'une partie, hein, mais qu'est-ce que ça donne, ça, le besoin de contact ? Eh bien, la plupart des personnes qui sont là ont des enfants petits ou moins petits, mais en tout cas... essayent de procurer assez de contact physique à leurs enfants. Donc, il y a un côté un peu volontariste dans ce truc-là. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'avec mes enfants, j'ai dû comme retrouver quelque chose dont je peux dire que c'est peut-être un peu du domaine de l'instinct,
à travers toute la souffrance d'avoir pas été élevée comme ça, qui fait que parfois c'était douloureux de donner à mes enfants ce que moi j'avais pas eu, mais en même temps j'aspirais beaucoup à refaire quelque chose de différent, donc c'était pas du tout simple. Et ici, je pense que n'importe qui ici vous dirait qu'on a tous notre façon de vivre. Donc il ne s'agit pas de décréter que les enfants doivent dormir avec leurs parents jusqu'à je ne sais quel âge, etc. Il s'agit juste d'aller faire cette recherche de qu'est-ce qui est bon pour nous en tant que famille, là où on en est, entre cette nature humaine, entre guillemets, qu'on redécouvre, qu'on connaît mal, parce que pendant tant de siècles, je pense, l'évolution nous en a séparés. Et puis, là où on en est aujourd'hui, justement, héritier de tout ce développement ou cette évolution des pratiques, des mœurs, qui sont certes variées, mais en gros qui nous ont plutôt séparés de ce à quoi on aspirait. Du coup, c'est une recherche et je reviens à l'idée d'être un laboratoire ici. Donc, comment on peut faire avec nos enfants si on se laisse un peu aller, si on voit clairement que ce qu'ils demandent, c'est forcément, en tant que bébé, c'est forcément quelque chose dont ils ont besoin et pas penser qu'un enfant, par exemple, entre guillemets, fait des caprices, mais qu'il demande quelque chose qui est important pour lui. Après, tout notre héritage fait que on amène toutes les lourdeurs et toutes les souffrances et tout ça de toutes les générations avant nous ici, quoi. On ne peut pas créer une bulle avec des gens qui décident de vivre comme des Yakwanas, c'est pas possible. Du coup, c'est une recherche en fait. C'est une recherche. Donc il y a cet aspect des enfants bienvenus dans toutes les activités. Donc il y a des enfants dans le maraîchage, il y a des enfants dans le cercle, il y a surtout les bébés. Il y a eu déjà 7 bébés qui sont nés depuis le début du projet. Donc des bébés qui sont nés membres du projet et un qui est né membre en parcours d'inclusion aussi l'avant-dernier. Et du coup, ils sont dans les cercles, ils dorment dans les réunions, ils dorment, ils têtent, ils font leurs premiers 4 pattes, leurs premiers pas et tout ça. Et ils sont tout de suite en lien assez fort avec pas seulement leurs parents, mais d'autres adultes, des enfants de tous les âges qui sont dans leur famille ou pas. Et ça, déjà, ça apporte pas mal de richesse. Chose qu'on peut retrouver ailleurs, bien entendu. On ne prétend pas être les seuls, mais en tout cas, on essaye de développer ça. Et après, il y a l'aspect, les enfants qui sont élevés au contact des activités des adultes apprennent en étant portés, en regardant, par l'observation. Donc il y a le besoin de contact et d'observation au début, qui est procuré justement par exemple par le portage et par le fait qu'on emmène nos enfants avec nous un peu partout, dans les chantiers notamment et tout ça. Donc ils observent. Et ça fait qu'ils peuvent faire l'apprentissage du monde avant d'être en mesure de s'y mouvoir en fait, de se déplacer. Et si on les place au sol, si on les laisse faire leurs expériences, on voit que la plupart des enfants sont assez prudents en fait, voire très prudents, par rapport à des dangers qui sont en tout cas adaptés à leur capacité à anticiper, parce que évidemment une route avec les voitures qui arrivent en quelques minutes et c'est autre chose, mais en tout cas dans un environnement un petit peu naturel et protégé, enfin naturel, simple on va dire. Du coup ça va donner aussi pas mal de liberté de mouvement et voilà. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est de considérer que les enfants ont besoin d'être accompagnés par des adultes qui communiquent sur comment ils gèrent leurs propres problèmes, qui communiquent sur leurs difficultés, sur leurs trouvailles, sur qu'est-ce qui se passe quand ils sont en conflit les uns avec les autres. Donc ça fait partie du bain qui va permettre aux enfants d'apprendre en fait, c'est comment cette vie ici dans cette société et de développer les concepts, le vocabulaire et les outils, les attitudes, les comportements qui vont leur permettre d'apprendre à gérer leurs propres conflits et donc avec l'accompagnement des adultes.
depuis le confinement, j'ai lancé un atelier qui s'appelle Parents, etc. Et qui est dont le but, l'objectif est de vraiment essayer activement de communiquer ensemble et d'avancer par rapport à la question qu'est-ce qu'on a envie de vivre ici avec les enfants, vraiment. C'est quoi notre envie? Donc, souvent les gens qui arrivent ici, ils sont un peu freaked out, ils ont un peu peur d'être jugés parce que alors il y a des gens qui sont hyper avancés sur la remise en question et qui vont trouver qu'ici franchement il y a beaucoup de violence éducative. Oui, bien sûr, il reste plein de trucs, hein, c'est notre fameux héritage. Mais il y a pas mal de gens qui viennent ici avec une vision un peu idéalisée de ce qui s'y passe, parce que c'est vrai que bon, il y a une relative harmonie par rapport à d'autres endroits, et du coup qui vont être assez paralysés par la peur d'être jugés. Donc l'idée, c'est vraiment de communiquer là-dessus, et de chercher ensemble, et de voir comment on peut soutenir les uns les autres, s'inspirer les uns les autres, être à la fois bienveillant et clair sur c'est quoi qu'on veut et comment on y va et comment on y va ensemble et tenir compte aussi du rythme de chacun, du consentement de chacun, à un moment donné à entendre des retours sur ce qui se passe avec son enfant et tout ça. Voilà, du coup moi ça me passionne ce truc et du coup j'ai lancé ça et je suis très contente parce que je me sens un peu arrivée à une étape de ma vie où je suis une grand-mère, quoi, socialement, et, et où, contrairement à ce qui se passe bien trop souvent, où il y a vraiment une grosse rupture entre la génération des personnes plus âgées et le reste de la population, et d'ailleurs il y a d'autres ruptures plus tôt, entre les jeunes et les adultes aussi, et bien d'essayer de voir mais quelle est la place de chacun et comment... Moi, j'ai plus d'enfants élevés, c'est classe. Moi, j'adore vivre avec des enfants, les enfants des autres. C'est pas la responsabilité. Mais par contre, avec toutes les conneries que j'ai fait en tant que maman, eh ben, ça m'a tellement appris. Et aussi, j'ai beaucoup cheminé depuis et vu comment je pouvais aussi guérir des choses avec mes enfants en moi-même. Et du coup, aider les parents à, à réfléchir et à pratiquer des façons de faire qui leur conviennent mieux, comme aussi euh, permettre en fait, permettre de se laisser sentir, permettre de faire ses choix en conscience, permettre, enfin, je me vois aussi beaucoup dans ce rôle-là. Du coup, je me sens assez comblée parce que pendant des années, comme j'avais le rôle de personne source, on dit ça dans certains ouvrages, personne source, ben, à la fois j'étais un peu comme prise dans l'envie de la ramener beaucoup parce que zut alors mais c'est pas comme ça que j'avais rêvé le truc et en même temps de faire vraiment profil bas parce qu'il y avait toujours des personnes qui étaient un peu garantes de l'équivalence et qui voulaient pas que je sois trop influente non plus. En tout cas moi je l'ai vécu comme ça avec l'impression de devoir faire profil bas et en même temps de pas toujours le faire justement. Et là, j'ai l'impression, au bout de 10 ans, de 11 ans et 8 ans ici sur place, d'arriver petit à petit à pouvoir avoir ma place de ressources, en fait. Voilà. Il y a des choses qui me passionnent, sur lesquelles j'ai réfléchi, sur lesquelles j'ai une certaine pratique, parce que j'ai aussi vécu en communauté avec d'autres familles, donc j'ai vraiment une variété d'expériences aussi avec ces fameux rapports adulte-enfant. Et du coup, ben voilà, et c'est pas moi dans ces ateliers qui va forcément donner, enfin même certainement souvent pas, des solutions, mais peut-être qui va inviter à aller observer des choses, explorer des choses à l'intérieur de nous déjà, adultes, et, et voir c'est quoi qu'on attend en fait, et réfléchir, mais peut-être c'est ce que les enfants attendent aussi, quoi. Par exemple, quand quelqu'un râle, il attend à ce qu'il y ait quelqu'un en face qui entende tranquillement ce qui se passe pour lui et puis après on verra. Souvent on a envie de résoudre un truc quoi, quand quelqu'un râle et c'est pas encore le moment souvent. Le moment c'est déjà d'accueillir ce qui se passe. Donc voilà, et du coup chaque samedi matin pendant 2 heures, voilà, en général jusqu'au dernier moment, j'ai pas forcément, et puis j'ai un petit thème qui arrive et je propose quelques jeux, quelques activités, des moments de mise en pratique, des moments de recherche intérieure, des échanges et tout ça.
Tu parlais de l'importance de la liberté chez les enfants. Et, Chez les adultes aussi. et voilà, justement, c'est ça que je voulais... Ouais. Quelle est l'importance pour toi de la liberté chez les adultes aussi Bah, c'est super important pour moi, comme pour tout être humain d'ailleurs, je pense, mais il y a des personnes qui ont peut-être appris à mettre ça un peu de côté ou qui ont mal la même vision que moi, tout simplement. Je crois que c'est plutôt ça. Je crois que la liberté est importante pour tout le monde, mais la vision que chacun en a est différente. Donc, par exemple, ça a donné une couleur ici, parce que forcément, les gens qui m'ont rejoint, que j'ai invité au début ou qui ont rejoint par la suite, ils ont rejoint parce qu'ils avaient cette couleur, et les gens qui ont pas cette couleur, bah, je vais dire plus sur la couleur, mais ils sont repartis en fait parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de chaos ici ou voilà. Donc moi, ce que j'aime ici, c'est qu'il puisse y avoir une très 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 grande liberté de gérer sa vie intérieure, sa vie personnelle, sa vie de couple, sa vie de famille, couple si on en a, famille si on en a, sa vie professionnelle et sa vie de collectif. Et que ça puisse être quelque chose que chacun pilote en fait, euh, à sa façon, suivant les moments. Donc ça donne des fois des gens qui participent pratiquement à rien de collectif pendant des mois, voire des années. Et peut-être à la fin, bah, il y a quelqu'un qui vient de partir finalement parce qu'il y avait d'autres choses, mais on ne lui a pas demandé de partir. Ça fait des gens qui ont des périodes où ils sont à fond dans le collectif, quitte à certains moments s'essouffler ou commencer à râler qu'ils sont tout seuls. Donc, ce à quoi j'ai tendance à leur dire, si tu en faisais un peu moins peut-être, tu aurais moins envie que les gens en fassent plus. Donc, c'est assez vivant, quoi. Ça donne... ça donne, comment dire, quelque chose qui n'est pas du tout linéaire. Le développement des collectifs, c'est vraiment pas du tout linéaire. Il y a des grands moments où il y a de l'énergie pour avancer faire des grands pas d'un côté, puis après on va lâcher ça, puis aller avancer dans un autre truc. Donc il y a eu des moments où on a avancé sur, par exemple, je sais pas quoi dire sur l'aménagement. Il y a eu des moments où on a avancé plus sur la réflexion, des moments où on avance sur dernièrement avec le confinement qui nous a donné l'occasion de mettre vraiment beaucoup le paquet sur la crise qu'on était en train de traverser, qui avait à voir avec l'inclusion d'une famille qui ne faisait pas l'unanimité. Eh bien, on s'est mis à, voilà, on a remis en marche une commission qui s'appelle Commission Évolution pour redéfinir c'est quoi le parcours d'inclusion, parce qu'on avait une mécanique magnifique, quoi, une vraie petite voiture là, super bien astiquée là, pour le parcours d'inclusion. Mais en fait, dans l'esprit et dans la façon de faire les choix, on a vu qu'il y avait des choses à revoir parce que tout le monde n'était pas OK. Parce qu'on n'avait pas la même vision. Et du coup, on a fait un gros travail de réflexion sur comment on choisit les gens, qui choisit qui, en fait, quoi, enfin, dans quel esprit. Et voilà, du coup, ça, c'est un chantier. On a commencé aussi un chantier sur la forêt, à réfléchir là-dessus, mais ça peut être aussi des chantiers plus pratiques. Il y a eu des choses qui sont sorties de terre, comme le four à pain avec le petit... Tout ça, il y a eu toute une période où on a construit quand même, même si c'est pas terminé, la grange. Donc c'est un immense espace qui a demandé vraiment beaucoup de boulot. Du coup, on profite aussi de l'énergie toute neuve et assez disponible des membres en parcours d'inclusion ou des visiteurs qui arrivent là. Et ben, ils n'ont pas tout leur quotidien à gérer. Du coup, on surfe beaucoup avec ça. Donc merci à tous ceux qui sont passés. Voilà, puis après, quand les gens commencent à s'installer, forcément, ils ont moins de dispo. Voilà. On a depuis, ça c'est la deuxième saison d'été qu'on fait pour le maraîchage. Donc ça, c'était un gros investissement aussi en temps pour ceux qui nous sommes investis dans ce projet-là. Donc la liberté, c'est aussi la liberté de lancer des projets et de dire oui ou non si on a envie. Et ça a à voir justement avec le dimensionnement du projet.
parce que vous connaissez le bouquin de Diana Leigh Christian et on a lu ça et on s'est dit ouais 20-25 familles, 20-25 foyers, c'est ce qu'il faut pour que si quelqu'un lance un projet, tout le monde soit pas genre captif, mon Dieu si j'y vais pas ça se fera pas, et qu'il y ait voilà, des multitudes de projets pour répondre à une multitude d'aspirations et que ça roule plus ou moins, voilà. Donc ça roule plus ou moins ici, quoi. Des fois moins et des fois plus. Mais en tout cas, ça vit et on est toujours là au bout de... Enfin, ça fait 11 ans et demi depuis la première réunion, plus de 12 ans depuis que j'ai commencé à vraiment un peu avoir une vision de ce que j'avais envie de proposer au monde. Et puis 8 ans, bientôt et demi de vie sur place. Moi, je trouve ça génial d'apprendre à pas être attaché à ce que les gens nous voient d'une façon ou d'une autre, que les gens viennent ici et soient touchés par la beauté de certains trucs et puis voient aussi le bordel qu'il y a ou les trucs pas vraiment super cohérents et tout ça, et puis prennent le paquet ou pas, quoi, et puis peut-être s'inspirent de côtés qui leur plaisent et partent ailleurs faire autre chose. On a eu déjà 2 essaimages de familles qui sont parties avec l'idée de s'inspirer vraiment fortement de ce qu'ils avaient vécu ici, mais de faire mieux par rapport à ce qu'eux avaient envie de vivre. Des gens qui continuent à avoir des liens avec nous, plus ou moins. Et puis voilà, quelques personnes qui sont parties fâchées, mais c'est vraiment une petite minorité. Pourquoi ce nom ? Au début, on avait pensé à Habitat Continuum ou Projet Continuum. Et puis on s'est dit, non mais il n'y a personne qui connaît, enfin il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que c'est que ce mot. On n'avait pas envie de mettre un mot comme ça qui veut dire un truc, mais on ne sait pas trop quoi. Du coup, on a préféré construire un mot valise un peu avec école du collectif, écologie du collectif, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un seul L. Et c'est chouette parce que le mot écollectif avec 2 L existe ailleurs, alors que j'ai jamais vu qu'il y avait un autre écollectif avec un seul L. Donc ça s'est construit, c'était pas tout de suite. Moi, j'avais pas du tout ce nom au début, j'avais pas un nom. J'avais vraiment cette focale assez fortement sur le continuum, du coup, il y avait ce mot-là. Et voilà. Du coup, il y a eu des moments où on a commencé à réfléchir, alors éco-clico et machin. On voulait éco au début en fait, parce que c'était quand même aussi une dimension importante. Et on est arrivé à ça, je me souviens plus vraiment, mais je pense que moi j'avais envie de ce nom en tout cas, et que d'autres ont été ok. Et après on a créé une SCI qui s'appelle Terre au pluriel des collectifs et une association Chemin des collectifs. Donc, je trouvais ça très beau, Terre et Chemin. Et du coup, nous, on s'appelle les écollectiviens et les écollectiviennes. C'est hyper long, mais bon, on l'écrit pas souvent. Parce que c'est assez marrant, la dimension collectif, et qui est fort présente jusqu'à dans le nom, mais en même temps, cette idée que qu'on respecte vraiment la liberté de chacun, où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et Oui, moi des fois je disais oui, on est un collectif d'individualistes. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont dit ça un peu sous forme de reproche et que je l'ai repris, je me souviens plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas oui, l'idée c'est de vraiment que chacun mette le curseur là où il est bien et qu'il trouve des gens avec qui faire des trucs, mais que ce soit pas imposé, quoi. Qu'il n'y ait pas quelque chose d'imposé. Donc même les cercles de gouvernance, donc on appelle ça les cercles décisionnels, donc qui ont eu lieu 2 fois par semaine pendant un temps, puis 1 fois par semaine pendant le confinement. On a remis 2 fois par semaine parce qu'on était dispo et qu'il y avait plein de trucs à gérer. Mais là, on a 1h30 de réunion tous les vendredis, donc tout à l'heure. Et même ça, c'est pas du tout obligatoire. Et en plus, si vous venez en observateur, vous verrez qu'il y a des gens qui arrivent plus tard, qui repartent plus tôt, qui s'absentent et qui reviennent, parce que on a construit ça dès le début pour des parents, en fait, y compris de jeunes enfants. Donc si tu as un enfant qui veut une tartine à un moment donné,
et ben il y a quelqu'un, pas forcément le parent, mais il y a un adulte qui va se lever et aller faire un truc. S'il trouve que la demande est légitime, en tout cas, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps au service des enfants, mais en tout cas, voilà, puis d'autres choses, enfin, un conflit entre enfants, n'importe quoi, il y a deux parents qui vont sortir, revenir plus tard, quelqu'un qui s'est réveillé trop tard de sa sieste, il va quand même venir, et l'idée c'est de ne pas alourdir le cercle par les sorties et les rentrées. Du coup, voilà, la mécanique du cercle continue, même s'il y a... Souvent, on n'est pas très nombreux au début, il y a plus d'affluence au bout de, je dirais, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis à la fin, des fois, il y a des personnes en moins parce qu'il y avait des obligations ici ou là. Du coup, on apprend à travailler avec ceux qui sont là, en fait. Et de ne pas attendre... que X et Y soient arrivés. Par contre, quand les points affichés sont portés par quelqu'un qui n'est pas là, on ne va pas les traiter, quoi. Si les gens ils veulent qu'on traite leurs points, il faut qu'ils soient là. Et s'ils ont envie de prendre part aux décisions, ils sont là. Parce que sinon, les décisions, on va les prendre. Sauf quand ça les concerne vraiment de façon évidente ou qu'on sait qu'ils ont une sensibilité particulière. En général, le groupe tient compte de ça parce que tout le monde a envie que le groupe prenne compte des absents, enfin tiennent en compte les absents. Parce que des fois, tu n'es pas au cercle parce que tu as envie de faire un petit jeûne de cercle, un petit désintox de cercle, mais aussi parfois c'est parce que tu es parti bosser ou que tu es en vacances ou n'importe quoi. Du coup, on a tous intérêt à ce qu'on ne profite pas de l'absence de quelqu'un pour prendre des décisions qui lui tiennent à cœur ou pour lesquelles il a une sensibilité particulière. Du coup, c'est de la liberté aussi. Il n'y a pas d'obligation de manger à telle heure, à tel moment, etc. Donc, quand on fait des repas communs, quelqu'un lance l'invitation et ceux qui veulent viennent, apportent à manger. Et des fois, on arrive avec un plat à manger alors que tout le monde en est au dessert et on s'assied avec les gens qui mangent le dessert pour manger son plat. Et voilà, c'est... Du coup, y a des gens qui se sentent pas à l'aise du tout ici, en fait, parce qu'il n'y a pas assez de structure, parce que c'est pas assez prévisible, parce que tu peux avoir 6 personnes qui te disent ouais, que ça les intéresse à fond ce que tu proposes, et puis le jour J, en fait, ils y seront pas. Et du coup, tu as plusieurs choix, ou j'ai plusieurs choix, c'est de râler. Je peux toujours, de toute façon, c'est toujours possible de râler. Je peux demander même de l'écoute à quelqu'un pour râler avec écoute, c'est la classe. Ça peut être décider de ne plus proposer ce truc-là ou alors le reproposer autrement, aller voir les gens pour leur demander qu'est-ce qui fait qu'ils étaient intéressés et que finalement ils ne sont pas venus, repenser le truc, attendre que quelqu'un d'autre propose le même truc et que ça marche en fait. Voilà. Ça demande à... un des maîtres mots quand même, c'est l'autoresponsabilisation en fait. Je suis responsable de comment je prends les choses, donc de mes émotions, je suis responsable de mes besoins, c'est moi qui vais me bouger pour satisfaire mes besoins, je suis responsable de ma façon d'entendre ce que les autres disent, parce que voilà, il y a toujours un biais entre ce que quelqu'un dit et ce que j'entends. Je suis responsable de mon rêve aussi, c'est quoi que je rêve de vivre ici et qu'est-ce que j'en fais de ce rêve. À un moment donné, peut-être ce sera bien de partir et faire quelque chose d'autre, mais ça peut être aussi de le réaliser d'une autre façon, qui soit plus réaliste par rapport à mes voisins, ou ça va être de chercher des appuis avec des gens qui partagent ce rêve-là pour avoir plus d'énergie. Mais en tout cas, je suis responsable de tout ça. Et c'est ça qui me passionne aussi beaucoup. C'est de chercher l'autoresponsabilisation, mais surtout comment on s'entraide aussi. Comment on s'entraide à ça. Parce qu'on a des jugements sans arrêt, on a envie de se poser en victime et d'accuser sans arrêt. On a des cerveaux qui ont baigné dans cette culture-là de s'il y a un problème, il y a un coupable et une victime. Du coup, ça demande beaucoup de travail de déconstruction, encore une fois. Décidément, c'est le mot là. Et ça me passionne beaucoup. Et c'est avec ça que je travaille dans mes stages aussi et dans mes accompagnements. Et notamment accompagnement de couple, c'est vraiment déconstruire
qui est responsable et de quoi en fait, c'est quoi le contrat et voilà, les contrats cachés aussi. Donc voilà, on essaye de travailler tout ça. Top. J'ai réussi à m'arrêter. Et justement, tu parlais de rêve. On aime beaucoup aussi parler de rêve. Et du coup, ce serait quoi ton rêve? Ou c'est quoi ton rêve ici? Mon rêve, c'est de continuer à transformer mon rapport à la réalité de telle façon que je me sens vraiment pleinement vivante. Et mon deuxième rêve, c'est de partager ça avec des gens, en fait. Donc, transformer la réalité, ça me passionne. Mais ce qui me passionne encore plus, c'est le chemin à faire à l'intérieur pour transformer mon rapport à la réalité, qui va faire que peut-être au contraire, je vais pouvoir coopérer avec la réalité de qui je suis, de qui tu es, de qui on est ensemble, de quelles sont nos ressources, quels sont nos moyens, quels sont nos manques, oui, le différentiel entre notre rêve et ce qui se passe maintenant et tout ça, transformer ce rapport-là. Et ce que j'observe, c'est que ça me donne personnellement plus de pêche et plus d'intelligence pour agir après, en fait. Et plus de conscience surtout, d'où je pars, en fait. Si je suis pas dans une... Enfin, ça c'est quelque chose de mouvant, c'est pas une bonne fois pour toutes, je vais être consciente de là où j'en suis, mais je veux dire, si je cultive pas les remises à niveau sans arrêt de mais en fait je suis qui là aujourd'hui, je sais pas de quoi je pars et du coup je peux aller nulle part, j'ai l'impression dans ma vie. Et plus je encore une fois déconstruis les illusions que j'ai à mon propre propos, les croyances que j'ai sur l'autre, etc. Et plus je me rapproche de quelque chose de simplement qui est là en fait, en moi et dans les autres, et plus la communication est goûteuse, et plus la vie de groupe est simple, je crois. Et même si il y a beaucoup de turbulences, mais voilà, quand on prend la mer, il y a des turbulences, on va pas dire que la mer est hyper compliquée, quoi. Non, c'est la mer, quoi. Il y a des turbulences. Et dans un groupe humain, il y a plein de turbulences, mais ça veut pas dire que c'est compliqué. Ça veut dire juste que c'est vivant, que ça bouge, en fait. Et du coup, c'est ça mon rêve. Vraiment de pouvoir me marier avec la réalité chaque jour encore plus. Et du coup, pouvoir être beaucoup plus créative, du coup. Plus créative à partir de ce qui est et plus en lien. Et de voir les gens s'épanouir ici. C'est pas linéaire non plus. Et pour moi, s'épanouir, ça peut passer par de magnifiques périodes de profonde dépression qui sont hyper riches et que j'aime accompagner pour aider les personnes à voir la beauté que ça a, la dépression par exemple, ou la colère, ou n'importe quoi qui fait partie des expériences humaines en fait, et qui ont chacune leur sens. Et du coup, voir les personnes qui cheminent comme ça en approfondissant là, à travers des états d'être comme la dépression ou la tristesse, le deuil et tout ça, et des hauteurs de joie du coup qui sont pas du tout des joies de l'excitation, mais vraiment quelque chose qui est plus enraciné. C'est magnifique. Et voir les enfants qui grandissent, et voir comment mon regard aussi, même s'il est sensible, peut être quand même, je dirais, bienveillant, mais avec de l'espoir aussi, avec de la confiance. Ouais. Mon regard peut être confiant, malgré la sensibilité que j'ai à voir des tas de détails et tout ça, de ce qui se passe entre les enfants, entre les parents et les enfants. De voir que eh ben, c'est toute cette vie, elle est accompagnée, en fait. Y compris ici, d'ailleurs, pour moi. Voilà. C'est pas mal, déjà. Voilà. Et après, si on arrive à... Voilà, c'est un peu secondaire. Si on arrive à avancer... Enfin, c'est pas si secondaire, mais c'est sur un autre plan. J'adorerais qu'on soit encore plus autosuffisant au niveau alimentaire. J'adorerais qu'on commence à être plus autosuffisant sur le plan aussi énergétique.
parce que pour moi un panneau solaire c'est pas vraiment être autosuffisant parce qu'on n'est pas capable de le construire. J'adorais qu'il y ait un Fab Lab ici, enfin, qu'on puisse construire nos éoliennes en bois comme j'ai vu déjà sur un oasis quelque part, qu'on puisse avancer sur de la résilience, quoi, de l'autosuffisance et dans la joie si possible et pas dans un espèce de truc crispé et volontariste chiant, quoi. Qu'on soit enthousiasmé en fait par ce chemin-là de la résilience. Et j'ai entendu parler du fait de chercher un système aussi. Pour l'instant, on n'a pas du tout, contrairement à Terra, on n'a pas tellement développé le réseau, quoi, avec l'extérieur. On a un réseau, mais c'est pratiquement que des gens qui sont alternatifs, un peu plus ou moins, quoi. Et voilà. Et le lieu, là, c'est pas prêté, ou nous, on n'a pas eu les compétences ou la disponibilité pour créer une super synergie avec vraiment les voisins. On a des voisins qui sont vraiment... on a des rapports de très bon voisinage, d'entraide, etc. avec certains voisins, mais pas beaucoup, quoi, par rapport aux gens qui sont autour. Et avec les pouvoirs publics, bon, à zéro, quoi. On n'a pas été loin du tout. Et bon, pour l'instant, c'est pas un objectif à court terme, certainement pas. Mais ça fait partie d'un truc. Je me dis, s'il y a des gens qui y rentrent et qui ont le génie de ça, ça me ferait plaisir, en fait, d'ajouter ça, en fait, à nos dimensions sur lesquelles déjà on est agissant, quoi. On a l'habitude de conclure avec ce petit carnet, qui est un carnet de citations, qui fait aussi le lien entre les différents lieux. Donc, en fait, on demande aux gens qui nous inspirent, dans les lieux qui nous inspirent, s'ils ont une citation phare qui les guide, ou une citation du moment qu'ils ont envie de marquer dans ce carnet. Alors, j'ai envie de citer Dominic Barter, qui est le gars qui a développé les systèmes de justice restauratrice au Brésil, en s'inspirant de la communication non violente aussi, et que j'adore. Parce que pour moi, regarder la violence sans jugement, c'est une des clés que je trouve intéressante pour intégrer cette dimension-là et faire quelque chose avec. Et donc il dit, la violence, donc c'était la citation de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est pas je me cite moi, je peux me citer aussi moi. Mais en tout cas, j'aime bien donner cette définition de la violence. Donc la violence, et tu pourras le copier tout à l'heure, la violence est une tentative généreuse pour combler la distance perçue en termes de compréhension entre deux humains. Et moi, j'entends ça comme... Je peux donner une explication. Ouais. Parce que généralement, les gens, ils ont besoin que je répète plusieurs fois. Donc. En fait, nous, en tant qu'espèce humaine, on a un besoin... c'est une évidence, hein, je ne sais pas moi qui ai trouvé ça, mais on a un besoin fondamental de coopération parce qu'en tant qu'individu, on ne peut pas s'en sortir, en fait, dans le monde. Donc, on a développé, à travers tous nos besoins, des aspirations qui nous permettent d'aller là où c'est bon pour être résilient. Et donc, la connexion et la coopération, c'est hyper important pour nous. Et quand on a l'impression qu'une personne ou une situation ou un groupe humain ou une entité, une administration quoi, est loin en termes de nous comprendre, eh bien, on va augmenter l'intensité du message qu'on va envoyer. Si par exemple deux personnes s'engueulent, c'est souvent au moment où un des deux a l'impression que l'autre ne le comprend pas, qu'il va monter en puissance. L'autre du coup va pas avoir l'impression qu'il est entendu et compris, du coup il va monter, etc., etc. Donc ça va monter. Et cette chose-là va être nommée violence parce que l'intensité du message qui est fait pour traverser ce mur d'incompréhension
en vrai, il va quand même choquer la personne comme si elle était tout près. Parce que cette personne-là qui a l'air de rien comprendre du tout, elle est quand même très vulnérable. Et donc, le fait que le message, soit en termes de mots, de vocabulaire, soit en termes d'intensité vocale, ça peut être des actions aussi, va être destiné à passer à travers ce mur ou cette distance d'incompréhension. Mais en fait, la personne, elle est là, elle est vulnérable, donc elle le prend beaucoup trop fort. Si tu lances un ballon très très fort à quelqu'un qui est devant toi, il va le prendre et ça va lui faire mal. Par contre, s'il est à 5 mètres, et si tu lui lances pas fort, il va pas attraper le ballon. Donc il faut lui envoyer. Tu vois, et si je te lance le ballon à 5 mètres, je vais te le lancer pour que tu le reçoives, tu vas pas trouver ça violent, parce que tu es à 5 mètres. Mais si moi je te vois à 5 mètres et que j'envoie le ballon avec la même force, toi tu vas trouver ça violent parce que tu es à 50 cm et tu reçois l'impulsion du ballon. Voilà. Et j'adore cette façon de voir la violence. Parce que ça donne du sens et ça permet d'intégrer ce phénomène et du coup de déconstruire et de dire ok, moi j'ai l'impression là que je peux pas t'atteindre en fait. Et c'est pour ça que je commence à dire des mots et dire des phrases et sur un ton et avec un regard qui est tellement fort quoi. Et que ça te fait mal du coup parce qu'en vrai t'es vulnérable quoi. Et aussi ça nous invite à être plus clair avec notre vulnérabilité parce que chaque fois qu'on on se fait oui non mais moi j'attends rien de toi et tout ça, elle se fait plus invulnérable qu'on est, ben l'autre en face il n'a pas une idée de où on est. Du coup c'est une invitation à vraiment connecter avec beaucoup plus de vérité sur là où j'en suis au niveau de mes forces mais aussi de ma vulnérabilité, de mes ressources et de mes vulnérabilités. Voilà pourquoi j'adore cette citation. Et du coup, c'était juste une citation et vous avez eu droit à 10 minutes. C'était parfait. Yes. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cet instant accordé. Merci. Ce partage. Merci à vous. Puis c'est inspirant pour nous de pouvoir évoquer toutes ces idées, ces concepts comme tu le fais. Et puis en fait, voilà, on sent qu'on est venu chercher un peu ce qu'on voulait. Parce que le permaculture, c'est un chemin vers l'autonomie et la résilience. Et voilà, donc c'est des sujets que tu as évoqués sans qu'on te pose vraiment la question aussi. Donc ouais, merci pour ces partages. Et en espérant que ça puisse en inspirer d'autres. Et puis, qui sait aussi, peut-être que quelqu'un a entendu ton message sur le fait qu'il y aurait les compétences de pouvoir apporter plus de low-tech ici, avec l'autosuffisance en énergie. Ou plus de connexion avec les collectivités territoriales. Qui sait? On verra ce que la vie nous réserve. Ok. Donc ouais, ça m'intéresse bien. Moi j'aime bien quand c'est écrit de leur propre main. Okay. Et t'as même le choix de la couleur. La violence est une tentative généreuse je sais pas, pour combler ou de combler. Combler la distance perçue en termes de compréhension. Bon point. Du coup, ça c'est Dominique Barter. Excellent. Merci beaucoup. Merci.